Sunday Night Production. À l'heure où nous diffusons cet épisode, nous sommes le lundi 13 novembre 2023. C'est un jour qui nous rappelle la fragilité de la paix, l'importance de la résilience et pour certains, le pouvoir guérisseur de la course à pied. Gaëtan est un coureur passionné et un survivant des attentats du Bataclan. Après ce drame, il s'est lancé un défi qu'il a toujours cru impossible. Participer à l'Ultra Trail du Mont Blanc, l'une des courses les plus exigeantes au monde. Mais pour y parvenir, Gaëtan a dû puiser dans ses dernières forces. Cette préparation est devenue un voyage intérieur, une quête de sens où la douleur physique se mêlait aux souffrances du passé. Cet épisode peut toucher profondément et nous conseillons à celles et ceux d'entre vous qui pourraient se sentir particulièrement sensibles de l'écouter avec prudence. Nous dédions également cet épisode à toutes les personnes qui sont ou qui ont été affectées par les actes de terrorisme à travers le monde. À l'hiver 2001, j'étais en pleine année de préparation de concours, donc je décide d'aller courir. J'étais encore chez mes parents et il faisait une journée un week-end de novembre quoi, assez frais comme on peut avoir dans les dômes quoi, avec beaucoup de brouillard, et je décide d'aller courir parce que j'avais pas fait grand chose de la semaine. C'est la première fois que je cours, sauf que je n'ai pas de chaussures de course à pied quoi. Je n'ai que mes chaussures de hand, chaussures d'intérieur. Donc je décide quand même malgré tout de me lancer dans ce parcours sans savoir où vraiment j'allais aller. Donc je suis allé sur les quais de Saône et je me suis couru peut-être à peine 45-50 minutes, même pas. Mais en ressenti, j'ai l'impression d'avoir couru 6 heures. Je me suis entraîné des courbatures dans les cuisses, mais pendant des jours quoi. J'étais vraiment cassé. Alors, j'ai vraiment été surpris, mais j'avais manifestement aussi beaucoup aimé. Et je me suis dit qu'il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus. J'avais trouvé vraiment quelque chose de vraiment très inédit. Et le lendemain de cette course, je me suis dit que finalement, moi qui faisais du vélo quand même depuis pas mal d'années, je me suis dit que ça pouvait être un bon complément. Et donc je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, quoi. Donc j'ai commencé un peu à me pencher sur ce qu'on pouvait faire en course sur route, quoi. Donc là, c'est vrai que j'ai découvert tout l'univers, on va dire culturel, de la course à pied. C'est vraiment mon premier contact, quoi, avec un univers quand même très particulier et avec une littérature assez pléthorique sur le sujet, sur les plans d'entraînement, sur les histoires et sur les légendes, quoi, qui accompagnent ce sport. Et donc j'ai commencé à acheter, je me souviens, une première paire de New Balance que je trouvais déjà à l'époque déjà très cher, mais bon, quand on voit les prix aujourd'hui, c'est encore un autre sujet. Mais et j'ai commencé un peu à me dire bah voilà, je vais commencer à participer à des courses, à des dossards, et j'ai regardé autour de moi et donc il y avait quand même pas mal de petites courses de sur route quoi qui étaient organisées dans la région autour de Trévoux là. Donc j'ai commencé un peu à accrocher quelques dossards sur des 10 km, des 15 km. Et tout ça ça m'a conduit à m'inscrire un peu sur un coup de tête quand même sur le marathon de Lyon en 2005. Le marathon, ça reste quand même une épreuve qui est hors du commun, qui est associée à de nombreuses légendes, à une aura que les autres courses n'ont pas finalement, quoi. C'est pour ça que je me suis dit, autant commencer directement par le marathon, où là, c'est quelque chose qui allait me motiver et qui allait me permettre directement de taper dans quelque chose de très difficile, même si je n'avais pas du tout j'avais pas l'impression que ça allait être aussi difficile, mais je me disais que c'était dans mes cordes, quoi. Alors pour évidemment préparer ce défi, je fais le choix de suivre un plan d'entraînement un peu à la lettre, sauf que déjà je me rends compte que ça ne me correspond pas, c'est-à-dire que je n'arrive pas à faire les séances et à les suivre à la lettre près, quoi. Ça c'est vraiment un truc à chaque fois je les imprime, je les regarde et puis en fait je les suis pas, quoi, parce que ça m'ennuie, quoi, clairement, quoi. Donc j'essaye de bricoler un truc comme ça avec juste l'idée d'essayer de courir longtemps, quoi. De courir longtemps, je n'ai aucune idée du temps que je vais mettre et j'essaye de me préparer à avoir des charges d'entraînement un peu plus conséquentes, sauf qu'à l'époque par exemple, j'avais pas de téléphone, t'avais pas de montre, donc je courais, j'avais l'impression d'avoir couru 3 heures, puis en fait j'avais couru 45 minutes, donc j'ai fait des séances, excusez-moi l'expression, mais toutes pourries, quoi, sur le bord de Saône, en disant voilà, ça suffit. Pour moi, j'ai fait quelque chose
de très basique, quoi, en essayant de courir avec le soleil, savoir quand est-ce que j'allais rentrer, quoi. En avril 2005, donc le marathon avait lieu le dimanche et je suis extrêmement stressé. Je me rends compte que là finalement, chose qui ne m'était jamais arrivée, je me disais mais est-ce que je vais pouvoir finir? Dans quel état je vais finir? Donc il faisait un temps magnifique. Il faisait un temps superbe. Je me souviens, j'avais une sorte de collant 7/8e là, qui était beaucoup trop chaud et j'avais fait le choix vraiment assez ambitieux de courir en manche longue. Donc j'avais un t-shirt blanc en manche longue, je me souviens très bien, un vieux coton qui était horrible. Et j'avais lu pourtant qu'il fallait jamais mettre de nouveaux habits ce jour-là, et puis ça a pas loupé, quoi. J'étais brûlé de partout à la fin. Et donc ce jour-là sur la ligne de départ, je suis vraiment très tendu, et je me dis est-ce que vraiment tout ça est possible quand même. Donc mais bon, je ne lâche pas et je prends le départ. Et puis ça se passe plutôt bien. J'ai vraiment un souvenir précis. Ça se passe plutôt bien sur les quais. Le parcours est pas extraordinaire, mais ça se passe plutôt bien. Et là, je rencontre ce que tout le monde appelait communément le mur, quoi, au kilomètre 33. Je me souviens très bien où j'étais, Quai-de-Saône, là. Et le choc a plus pouvoir avancer, quoi. Donc j'étais vraiment les mains sur les genoux et j'étais explosé, quoi. Une grosse claque. Donc je me mets à marcher et là je me dis mais en fait c'est fini pour moi la course, quoi, parce que je pouvais difficilement concevoir qu'on pouvait marcher sur une course à pied, quoi. C'est toujours un truc. Enfin, ce jour-là, je me suis dit mais c'est pas possible, quoi. Ils vont me disqualifier. On n'a pas le droit de marcher, quoi. C'est vraiment le premier réflexe que j'ai eu. Mais bon, j'ai continué à marcher. Et puis je me suis remis à courir quand même rapidement en alternant de la course et puis on va dire un peu de marche rapide, quoi. Puis quand j'arrive au 42e kilomètre, je suis quand même extrêmement fier quand même malgré tout. Je suis content, mais je me dis que que je dois améliorer ça quand même, parce que manifestement il y a quand même plein d'endroits où je pouvais, enfin il y a vraiment un truc à améliorer, quoi. Donc c'est surtout ce que je me dis, c'est comment faire en sorte de pouvoir progresser, quoi, sur l'entraînement. Et je me dis qu'il y a peut-être des zones où je peux faire plus quand même. À la suite de ce marathon, je décide vraiment de cadrer un peu ma pratique et puis d'essayer de faire un entraînement un peu plus rigoureux puis un peu plus réfléchi, quoi. Donc j'ai commencé à me lancer déjà sur des semi-marathons, des courses un peu avec des distances un peu moindres pour travailler un peu la vitesse. Manifestement, c'est ce qui me manquait un petit peu. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir sur les semi-marathons, celui de Lyon par exemple, ou les 10 kilomètres avec à l'époque une filière qui m'allait bien, quoi, la vitesse et puis quelque chose qui me plaisait, quoi, avec des scores qui étaient pour moi plutôt honorables. Et là, je prenais vraiment beaucoup de plaisir, quoi. Beaucoup de plaisir et avec un entraînement qui était un peu plus réfléchi pour le coup, quoi. Bien sûr, j'ai voulu retenter l'expérience du marathon, et puis donc un marathon qui m'a particulièrement marqué, c'est celui du marathon du Beaujolais en novembre 2011. En novembre 2011, donc je suis sur la ligne de départ, dans le sas de départ à Fleury en Beaujolais pour ce marathon. Il fait beau, je suis plutôt serein parce que voilà, j'ai quand même accumulé un peu d'expérience sur le long. Et puis les organisateurs décident de procéder à une minute de silence en l'honneur de la fille d'un des organisateurs décédé récemment d'une leucémie. Et parallèlement à ça, en fait, c'est à ce moment-là qu'on a découvert que ma plus grande fille présentait une forme d'épilepsie qui s'associait à un trouble envahissant du développement, une forme d'autisme, quoi. Donc on venait de l'apprendre, c'était un mois après. Donc je suis sur la ligne de départ et on fait cette minute de silence. Et en fait, je me rends compte qu'émotionnellement, je suis quand même très très fragilisé par ce que je viens de vivre en tant que papa. Et je suis vraiment balayé par ce moment-là de recueillement qui fait écho à ce que je vis, quoi, à ce moment-là. Et là, je me dis finalement toute la confiance que j'avais pu construire un peu, quoi, sur la préparation, elle est ébranlée en 60 secondes. Donc là, je me retrouve là à me dire punaise, ça va être un gros défi. J'ai un peu mis de côté sous cloche un peu tout ce que je vivais là, mais à ce moment-là, ça fait vraiment rejaillir tout ça, quoi. Donc voilà, donc j'arrive quand même à me remobiliser et donc je pars et je participe à ce marathon. Le paysage est magnifique. C'est un marathon qui est très particulier parce que il y a quand même
c'est très vallonné, hein, le Beaujolais, c'est très vallonné. Alors il y a le côté festif que moi je n'ai absolument pas perçu parce que ça reste un marathon quand même. C'est quand même c'est une course mythique, c'est une distance qui te met toujours en souffrance. Donc à partir de là, je reste quand même très très prudent. À aucun moment je décide d'abandonner, mais je me dis que ça va être compliqué, donc je marche, je me remets à courir et je finis en 4h30. Enfin c'était vraiment un peu une déception au niveau du temps parce que le marathon ça reste souvent associé à un chrono et donc finalement ce chrono est très décevant, même si j'ai la satisfaction d'avoir fini, mais j'étais lessivé. Je me souviens, je tombe dans les bras de mon père à l'époque à l'arrivée à Villefranche et je pleure quoi parce que c'était super dur. Puis il y a plein de choses qui remontent et donc là on est en novembre 2011 et je me dis que la vie c'est pas toujours que du gâteau quoi, mais la course à pied aussi. En 2011 parallèlement à ça c'est le début du trail un peu quoi. C'est le début un peu de ces courses nature. Puis moi comme je suis dans la région lyonnaise, j'entends énormément parler de la Saint-Élion. Donc qui est un peu la course phare de la région quoi, qui a un rayonnement à l'époque qui était quand même quasiment unique. Et puis il s'avère que mon père, plus jeune, a fait la Saint-Élion et la première fois il l'a fait en pâte au gaz. Donc il s'en souvient encore quoi. Et c'était quelque chose que voilà, je suivais ses exploits mais sans forcément me dire que je pouvais y participer. Et puis parallèlement à ça, donc je me mets un petit peu à me pencher sur la question de la course nature. Par opportunité, parce que j'ai un collègue qui se met à courir un peu comme ça sur les sentiers. Et donc je décide de quitter un peu la route et de m'engager sur les chemins de campagne quoi, autour de chez moi. Suite à cela, je me rends compte que voilà, parallèlement à ça, il existe plein de courses aussi qui commencent à se développer sur des terrains plus nature quoi, et avec un rapport complètement différent, notamment au chronomètre, à la préparation. Et donc je me dis que c'est quelque chose qui m'intéresse parce que finalement c'est une certaine idée de la liberté quoi. Je trouve, hein, selon moi, c'est ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que tu sors un peu de ce truc très borné, semi-marathon. Qu'est-ce que tu fais quand t'as fait un marathon après quoi? Enfin, je veux dire, c'est toujours un peu le sujet. Et donc j'ai commencé un peu à me pencher sur cette question-là et puis à voir un peu ce qui était possible de faire. Et je me rends compte qu'on est sur une autre culture manifestement, d'autres référentiels. Et c'est quelque chose qui m'intéresse avec des personnalités notamment que je commence à découvrir quoi, et qui amène autre chose, qui amène bien au-delà de la course à pied que je pouvais connaître auparavant. Et c'est ça qui m'intéresse quoi. Finalement, ce sont des personnalités et des histoires qui m'ont fait découvrir ce trail et je me dis mais en fait c'est ça qui me correspond quoi. Le parcours à l'époque d'un Jornet par exemple, ça c'est quelque chose qui m'a intéressé quoi, sur ce qu'il disait, sur la façon dont il percevait la course à pied. Et je me disais que finalement quand tu fais un trail, tu fais plus que courir quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire ça devient une expérience quoi. Ça devient une expérience, une chose que j'avais pas forcément cernée, identifiée sur route. Et je me dis que là, finalement, c'est un autre sujet. Ça devient un autre sujet. C'est pas uniquement courir sur un marathon et enchaîner les kilomètres, quoi. Et à courir à 4 au kill, là, ce genre d'expression qui m'intéresse plus du tout. Et à partir de ce moment-là, je me suis vraiment passionné par le trail. Et donc, j'ai commencé un petit peu à découvrir les courses qui parallèlement aussi se multiplient, quoi. Il y en a plein, hein. Et je me souviens, par exemple, que j'ai participé une des grosses courses de trail en montagne, quoi, la 6000D, et j'ai trouvé l'expérience géniale. Et là, je me dis, c'est exactement ce que je veux faire, quoi. Du long, dans des paysages magnifiques, avec des véritables expériences à partager, parce qu'à chaque fois, la famille vient. Enfin, à chaque fois, oui, pas souvent, ou même les amis. Et donc, je me dis que ce sont des beaux projets et qui permettent notamment de se tenir éveillé en tant que praticien du sport tout au long de l'année, parce que finalement pour courir c'est intéressant, mais je trouve que c'est toujours intéressant de mettre ça en avant avec un projet quoi. Donc je me décide de m'inscrire à la Saint-Express en 2015. Voilà, je descends un peu le volume parce qu'en plus je viens de déménager dans la Nièvre en 2012, donc en termes d'organisation c'était quand même un peu plus compliqué. Et donc voilà, c'est on va dire l'aboutissement d'une fin de saison, parce que c'était quelque chose que je faisais tous les ans et il fallait quand même que
je garde ça en tête, c'est pour avoir des reliquats de ma vie lyonnaise. Donc c'est pour ça que je m'inscris donc en mai 2015 pour la Sainte Express de fin d'année, quoi. En dehors de la course à pied, moi je suis un grand passionné de musique et de rock notamment. C'est vraiment là aussi un invariant dans ma vie, quoi. J'écoute de la musique tout le temps quand je peux, et notamment du rock and roll. Je suis un grand fan de Metallica par exemple. Et donc j'apprends quand au cours de l'été, je me souviens très bien quand j'ai acheté ces places, que les Eagles of Death Metal, un groupe que je suis déjà depuis de nombreuses années, passent au Bataclan à Paris. Donc j'appelle mon collègue, je dis allez go. Je te prends les places et on y va. Donc tu réserves ton vendredi 13 novembre et on ira donc voir ce groupe qu'on a déjà vu plusieurs fois et pour qui on a beaucoup d'égards parce que c'est de la très bonne musique et sur scène c'est souvent un très bon moment. Donc c'est pour ça qu'on décide de bloquer ce week-end-là. Et puis quelques jours avant, j'apprends que ma cousine participe à ce concert aussi, quoi. Donc ça va être un super moment. On va se retrouver avec un de mes meilleurs potes et ma cousine. Donc c'est une bonne un très beau week-end. On avait prévu aussi un autre concert le samedi soir. Et puis entre-temps, moi je suis en pleine préparation, on va dire Sainte Express, mais je sais que ce week-end-là, ça sera un week-end où je pourrais pas trop faire de kilomètres, mais on est à quelques semaines, donc je me dis que bon, finalement ça va passer. Donc on se retrouve là avec Marie et puis Nico devant la salle et on rentre dans la salle et on sait qu'on va passer un bon moment parce que la salle le concert est complet depuis des mois et le concert, c'est la première partie se termine. Donc on décide de rentrer dans la fosse. C'était notre habitude à l'époque de participer à ces concerts le plus près de la scène. Puis bon, moi je suis quand même pas non plus très costaud, donc depuis quelques années je suis plus dans les pogos, ce qui était le cas un peu avant. Donc on décide de boire une bière et, en entrée de la fosse, on discute et puis le concert commence vers 21h je crois. Le chanteur est égal à lui-même, des très très bonnes chansons parce que le dernier album est vraiment de très bonne qualité. Et donc Marie et puis Nico, eux, vont plus loin dans la fosse. Et puis vers 21h40, on entend comme des grands coups de pétard. À ce moment-là, moi je me dis que ça doit être une mise en scène parce que je connais le Jesse Hughes qui aime beaucoup les armes et qui est un peu pro armes. Donc je me dis que vraiment à un moment c'est vraiment une mise en scène qui pas forcément de très bon goût, mais ça doit être vraiment associé au décorum du concert. Et puis très rapidement, on se rend compte que donc ça tire énormément et que quand on voit les gens qui s'effondrent autour de soi, on se rend compte que finalement cette mise en scène n'en est pas une et que c'est la réalité, c'est que les gens nous tirent dessus, quoi. Et moi, comme je suis à l'entrée de la scène, à l'entrée de la fosse, je distingue très très distinctement, je distingue de façon assez précise un des terroristes qui est armé et qui allume et arrose la foule, quoi. Donc il y a un premier mouvement de foule vers l'avant et je me retrouve un peu vraiment explosé au sol parce que voilà, il y a beaucoup de panique. Je perds mes lunettes, ma montre et tout, et je me retrouve par terre et avec des gens sur moi, quoi. À un moment donné, la musique s'arrête et on se rend compte que le concert, les musiciens se sont arrêtés de jouer. Donc le son de la musique est remplacé uniquement par une succession de cris et puis de tirs. Et donc finalement, on se retrouve dans une on va dire dans une structure, on va dire sonore complètement inattendue où tu as des moments de silence ponctués d'attaques, de cris, de coups, de tirs. Donc c'est-à-dire que c'est complètement surréaliste, quoi. Donc ça donne une ambiance très très particulière. Et donc je me retrouve par terre avec un gars qui tombe sur moi. Et donc plutôt très 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 gentil parce que finalement à ce moment-là on est tous un peu dans la même galère, quoi. Et comme moi j'ai la tête sur le parquet, quoi, je dois absolument pas, je ne distingue absolument pas le déplacement des terroristes. Donc il y a cette personne qui me parle et qui dans un geste de solidarité, de bienveillance qui est complètement incroyable, il m'explique, il me prévient en fait du déplacement des terroristes, quoi. Il me prévient où ils sont, quoi. Il me dit là il faut faire gaffe et tout, là tu baisses la tête. Il me chuchote parce qu'il faut comprendre qu'il est aussi, il prend beaucoup de risques, hein, parce qu'il y a quand même
la mort est là, quoi. Mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand je suis couché, je me rends compte vraiment que on a basculé dans un autre truc, quoi. Et que c'est très très ambivalent parce que on sait que c'est réel, les gens meurent autour de soi, ce qui est complètement inédit. Moi, j'ai jamais été confronté à la mort comme ça. Mais il y a quand même une forme d'inconscient qui dit non, c'est pas possible, on va se réveiller, c'est un cauchemar, tout ça n'est pas vrai, quoi. Ça me paraît complètement irréel, mais quand la personne est sur moi, quand la personne me parle, et quand on voit bien que ce n'est pas un jeu, tout ça prend une certaine épaisseur, une consistance, et on se rend compte que finalement non, tout ça est vrai, quoi, et que c'est pas un film. Et donc je me retrouve avec cette personne là qui me prévient. Et puis à un moment donné, avec une nouvelle salve, je me rends compte qu'il y a un fort impact sur moi. Et c'est après que j'ai fait j'ai compris ce qui s'était passé, et je l'entends plus parler. Et en fait, je commence à ressentir un liquide assez chaud sur moi, sur tout le visage, sur le corps. Et en fait, c'est son sang. Il se vide littéralement de son sang sur moi. Mais de toute façon, je peux pas rester là, quoi, parce que les mecs continuent de tirer sur la fosse, quoi. Donc il faut vraiment quitter cet endroit, quoi. Donc lors on va dire un moment de relatif calme, toutes mes forces, il était assez imposant. Puis à mort, ça pèse quand même assez lourd. Donc j'arrive à m'extraire et je me dirige vers la scène en pensant qu'il y a une sortie, mais en fait avec le recul, il n'y en avait pas. Donc je monte sur scène, je me cache derrière le rideau et je mets la tête dans une poubelle. Et j'attends. Et là, il se passe un moment dont je me souviendrai toute ma vie, et c'est vraiment une reviviscence qui revient tout le temps, parce qu'à ce moment-là, on comprendra après que les terroristes ont pris des otages, donc sont montés un peu à l'étage. Il y en a un ou deux qui traînent, mais il n'y a plus un bruit. La lumière a été rallumée et on entend uniquement émanant de la fosse les sons plaintifs des blessés ou des mourants, et aussi les téléphones portables qui commencent à sonner. Ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué, quoi. C'est-à-dire que tout le monde tout le monde sait ce qui s'est passé, ça va faire 1 heure que ça s'est passé, et donc les proches qui appellent, les gens qui sont qui étaient au concert, et ça commence, il y a énormément de téléphones qui sonnent, quoi. Le rapport au temps à ce moment-là est complètement dissocié, c'est-à-dire que finalement t'as des moments où ça te paraît extrêmement long, ou des fois ça te paraît extrêmement court, tu repenses aux gens que t'aimes, quoi, sincèrement, hein. Moi, je me souviens avoir croisé mon neveu juste avant de partir, qui descendait à Lyon, et je me disais, c'est la dernière joue d'enfant que j'ai embrassée, quoi. C'est exactement ce qui m'animait à ce moment-là. Donc moi, j'étais, je faisais un peu le tour de bilan de ma vie, hein. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais voilà, quoi. J'étais vraiment, j'étais en train de mourir, quoi, tout simplement. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose qui reste encore en moi, quoi. C'est-à-dire que je me souviens précisément de tout ce qui m'a animé à ce moment-là. J'arrive à prendre mon téléphone et j'arrive à prévenir mes proches que je suis vivant. Et je me demande où sont passés Marie et Nico, quoi. Parce que j'étais quand même avec eux dans la fosse, quoi. J'ai pas de nouvelles de Marie. Et Nico, lui, m'envoie un message, il me dit, je suis caché il s'est très vite, il a pu se cacher dans une des pièces à côté, quoi. Donc on communique rapidement. Après on dit que c'est trop dangereux, donc on coupe nos téléphones. Et donc là j'attends. Je sais pas quoi faire, quoi. Régulièrement il y en a un qui dit on peut sortir, mais il se en prend une, donc on se dit que c'est pas possible, quoi. J'entends les terroristes qui parlent. Ils parlent en français. Ils justifient leur acte en disant que comme François Hollande a bombardé la Syrie, voilà, ils sont là pour protéger pour défendre et venger leurs frères, quoi. Donc on est dans un truc, une guerre de religion, quoi. Et donc quand je suis sur scène, il y a des terroristes qui s'approchent, qui montent sur la scène, et juste pour resituer le contexte, la lumière est allumée, il a devant lui, au bas mot, une centaine de cadavres, hein, quand même, hein.
en tout cas, ou de le blesser grave, et décide dans un mouvement d'une terrible ironie, décide de jouer quelques notes sur le son du clavier, quoi. Scène complètement surréaliste. Là, il commence un peu à évoquer un peu à revendiquer en tout cas cet attentat. Et j'entends une immense explosion. Je reçois des parpaings sur la figure parce qu'il y a des dorures de la scène qui ont explosé pour le coup. Donc je reçois ça, mais je reçois d'autres choses sur le visage, sur tout le corps. C'est après que j'ai compris ce qui s'était passé. Mais en fait, il s'avérait que un des commissaires est rentré, a tiré sur le terroriste, qui a enclenché à ce moment-là sa ceinture explosive, et il s'est fait exploser. Et moi, j'étais à côté, j'ai reçu des morceaux de chair, quoi. Donc je reste toujours dans ma poubelle, en aparté, tout ce qui est maintenant odeur de cigarette froide. C'est typiquement le genre de situation qui me fait revivre cette soirée, quoi. C'est les odeurs maintenant, il y en a certaines qui sont complètement associées de façon définitive à tout ça, et notamment à la cigarette froide. Je supporte plus cette odeur. Donc je suis là, j'attends, et puis on attend. Mais ça paraît tellement long parce que on est à la merci de tous ces terroristes, quoi. Donc que faire, quoi. Je décide de plus bouger parce que là j'ai pris beaucoup trop de risques. J'ai l'impression d'être protégé derrière le rideau, ce qui est complètement illusoire. Et puis à un moment donné, on entend quand même d'autres gens arriver. Je les vois pas, je les entends juste. Ils se disent que c'est la BRI. Moi, le premier réflexe, je me dis que c'est un fake et que c'est un piège. Donc moi, je bouge pas, je fais toujours le mort. Je les entends parler, le français est plutôt bon, ils nous disent de nous lever quand même, mais j'y vais, enfin, je regarde d'abord si les autres se lèvent aussi quand même, parce que ça pourrait tout à fait être un fail, et finalement, il s'avère que c'est vraiment des policiers de la BRI. Donc ils nous disent de nous lever, avec les mains en l'air, parce qu'on pourrait potentiellement aussi être un terroriste. Et ils nous disent, je me souviens, il y en a qui nous disent, surtout ne regardez pas dans la fosse. Et évidemment, on regarde dans la fosse, je regarde dans la fosse, et je vois ce carnage, quoi. Ce carnage, il n'y a pas d'autre mot. Et je vois le caban jaune de ma cousine, et je me dis, c'est elle, quoi. Et je me dis, voilà, je sors en étant convaincu que voilà, ma cousine était était décédée. Et puis ils nous évacuent de cette salle. Je suis en t-shirt, trempé, je me réfugie dans un bar, ils nous mettent dans une cour d'immeuble. J'attends 1 heure, 2 heures, et à ce moment-là, je tombe au hasard sur Nico et Marie, quoi. Donc je retrouve mes 2 acolytes du concert. Là, je me sens extrêmement soulagé, mais je reste dans un état second, clairement. J'ai vraiment l'impression d'être dans un état d'un peu d'apesanteur, et je me dis que c'est toujours compliqué de réaliser ce qui vient de se passer, quoi. Donc là, quand je les retrouve dans cette cour d'immeuble, je me dis, donc j'ai retrouvé Marie, Nico, donc évidemment extrêmement soulagé. Mais que faire? Et par rapport à tout ça, moi j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi, mais à Nevers, quoi. Retrouver ma famille, quoi. Retrouver mes filles. C'est ce que je lui dis tout de suite. Je lui dis, mais moi je veux fuir cet endroit définitivement. Et je me souviens, Nico, lui, veut récupérer sa veste qu'il a laissée au vestiaire, quoi. Complètement dingue. Il me dit, non, mais je vais récupérer ma veste. Et je lui dis, mais Nico, c'est terminé tout ça. Enfin, tu pourras jamais la retrouver. Et il s'avère qu'il l'a retrouvée quand même. Ils ont récupéré les affaires, on pouvait aller les chercher. Il a retrouvé sa surchemise. Et je lui dis, non, moi je veux rentrer. Sauf que les gendarmes commencent à récupérer les identités de chacun. Et ils me demandent si j'ai vu les terroristes. Et de toute façon, je leur dis oui, je les ai vus, je les ai même entendus, quoi. Et là, ils m'envoient directement au 36 quai des Orfèvres. Alors que Nico, lui, qui a rien vu, il rentre tout seul chez ma sœur à pied. Comme si de rien n'était passé. C'est-à-dire qu'on lui dit, vous pouvez rentrer chez vous. Et donc moi, je me retrouve avec une couverture de cheville dans un bus. Et là, ça a été encore la deuxième étape. J'ai été entendu, mais peut-être 4-5 fois dans une ambiance complètement dingue. Voilà, et je sors du 36
après avoir vu un flic pendant pas mal de temps. Il est 6h du matin. Je suis sur l'île de la Cité, là. Et on me dit, voilà, vous pouvez rentrer, quoi. Et avec le recul, je me demande comment toutes ces personnes qui avaient passé un long moment dans cette salle, comment ont-ils pu trouver les ressources pour rentrer chez eux et faire, pas comme si de rien n'était, mais en tout cas, de pas avoir d'espace pour pouvoir verbaliser tout ça, parce qu'il y en a plein qui sont rentrés chez eux par leurs propres moyens. Moi, je sais qu'à titre personnel, j'ai eu l'immense, je pense, chance de rencontrer une psy qui avait été dépêchée sur place au 36 rapidement, et dont je me souviens très bien. Mais je me dis, quand je quitte ce commissariat, je me souviens très bien que j'ai pleinement conscience que là, j'ai devant moi un très très grand défi de vie, et que très rapidement, je me suis dit, que vais-je faire de tout ça, quoi. J'ai vraiment conscientisé, je me souviens très bien en me disant, voilà, maintenant, qui suis-je et comment vais-je faire pour pouvoir faire de cette horreur une épreuve de vie que je veux dépasser. Le lendemain, on décide de rentrer à Nevers. Et donc je me retrouve chez moi là avec... alors j'y pense pas forcément, mais quand même la perspective de cette course à pied qui se profile, quoi, qui nécessite quand même un peu de préparation. Et puis se passe 3 semaines de moments hors du temps où je commence à vivre mes premières insomnies quand même, parce que j'ai depuis développé un trouble du sommeil majeur. Et avec cette course que je mets vraiment entre parenthèses, même pour mes proches, c'était plus un sujet, quoi, cette Saint-Express. Et évidemment, pour moi, ça a toujours été un sujet. J'ai toujours voulu participer à cette course, mais plus que jamais même. C'est-à-dire que quand on en parlait autour de moi, on me disait de toute façon, Gaëtan, ce jour-là, tu la feras pas et tout. Et tout de suite, je leur dis, mais vous plaisantez, quoi. Je veux dire, s'il y a bien quelque chose à faire à ce moment-là, s'il y a quelque chose, le besoin que j'éprouve, c'est de me reconnecter, quoi, à ma vie. Et cette reconnexion, elle passe par la participation à cette course que je prépare depuis quelques mois et qui est un moment important dans ma modeste carrière de coureur, quoi. Donc pour moi, il y a aucune ambiguïté. Je vais la faire avec les moyens du bord, mais je vais y participer pour dire que finalement je suis plus fort que la douleur, je suis plus fort que l'angoisse, je suis plus fort que tout ça. Et en plus, il y a un contexte, courir de nuit, courir dans des territoires, enfin voilà, sur une course nature où potentiellement c'est plus angoissant qu'un 21 km un dimanche matin dans un centre-ville, quoi. Donc ça a été très angoissant pour mes proches, quoi. Sincèrement, mes proches m'ont vraiment déconseillé d'y aller. Ils comprenaient sans connaître, mais ils savaient très bien que j'avais une personnalité où j'irais, quoi, de toute façon. Les jours passent et puis cette course arrive, donc je suis à Lyon, je récupère mon dossard, il y a un système de navette. Je me dis que la nuit va être longue parce que quand même, en termes de préparation, j'ai quand même baissé le pied depuis 3 semaines mais j'y vais quand même et que je sais faire et que ça sera une épreuve, mais que je dois la faire, quoi. Et donc je suis sur le départ de la Saint-Express. Il est 23h. Les organisateurs décident de faire une minute de silence pour les victimes des attentats, parce qu'il n'y a pas eu que le Bataclan, pour les victimes des attentats du 13 novembre. Et alors de façon un peu inattendue, encore une fois inopportune, je vais avoir des soucis moi avec ces minutes de silence sur les lignes de départ, mais je m'effondre complètement en larmes et je me dis là encore, comme on dit, ça coulait tout seul, quoi. Je n'arrivais pas à m'arrêter. Et les gens autour de moi étaient plutôt incrédules parce que évidemment personne ne connaissait mon histoire, mais là j'étais vraiment dans la difficulté là. Émotionnellement, je me disais punaise, ça c'est vraiment des épreuves, c'est une épreuve, quoi. Et vous le savez, dans le monde du sport, eh bien pour rendre hommage à ceux qui nous ont quittés, nous avons l'habitude de les applaudir. Vous pouvez tous applaudir. Attention,
Et en leur honneur, notre deuxième hommage, c'est d'allumer nos frontales, puissance maximum, pour percer ce soir les ténèbres de tous ceux qui voudraient nous plonger dans l'obscurantisme, pour dire que nous sommes là, toujours debout, frontale au maximum, s'il vous plaît, pendant ces quelques minutes, et des applaudissements. Nous n'oublierons jamais, merci à vous. Attention. Donc je me suis retrouvé à prendre le départ de cette course. Alors c'est une course qui est pas extrêmement difficile, hein, mais dans ce contexte, c'était vraiment un défi. Et donc je parviens à rallier l'arrivée à la Tony Garnier. Et voilà. Et en fait, j'achète jamais les photos des courses. Là, c'est un truc qui m'intéresse pas trop. J'ai acheté une seule photo, c'est celle-ci. Et je suis sur la ligne d'arrivée et j'ai un sourire absolument incroyable. Et cette photo est à côté sur mon bureau. Et je me dis, là, j'avais vraiment fait le bon choix de participer à cette course et que c'était ce qu'il fallait faire. C'était ce qu'il fallait faire avec une difficulté évidente, mais que j'avais pu le dépasser, quoi. Suite à cette course-là, je me rends compte à quel point la course à pied peut vraiment jouer un rôle important dans ma vie d'après. Et donc, s'ensuit quand même une période avec des moments très, très, très difficiles, où j'essaye quand même de flotter au-dessus de la ligne d'eau, quoi, et que j'essaye malgré tout de garder la tête hors de l'eau. C'est vraiment un défi permanent, mais la course à pied me permet à un moment donné, voilà, de reprendre un peu, possession un peu de mon parcours de vie. Et donc assez rapidement, je me mets en perspective d'avoir un gros défi de course, et puis d'essayer de rentrer dans des formats que je m'interdisais de faire. Et donc petit à petit, parallèlement à ça, quoi, je m'intéresse aux grandes courses, aux ultras, et puis je me dis bon, il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Et donc, je m'inscris en fait tirage au sort, quoi, de l'UTMB, avec toutes les préparations, et finalement, je suis recalé 5 fois. 5 fois, je ne suis pas tiré au sort. Je me souviens de ces déceptions du mois de janvier, à chaque fois qu'on reçoit les mails, le fin janvier, là. Et là, je crie au scandale, toujours un moment de colère. Parallèlement à ça, je suis bien obligé de collecter des points, donc je fais des belles courses, des beaux ultras, des petits ultras pas très connus mais qui sont vraiment bien. Je me souviens de l'ultra de Nancy, là, c'était la première édition, c'était hyper sauvage, j'ai couru tout seul pendant quasiment 6-7 heures, à un moment au milieu de la nuit, et je me suis dit mais c'est exactement ce que je veux faire, quoi. Ça c'est vraiment génial, et c'est là que j'ai commencé à faire de cette pratique mon identité de coureur, quoi, si ça peut avoir un sens. Je me rends compte que l'ultra, ou en tout cas la pratique au long cours, prend une place importante et va devenir important. Et va devenir important dans le sens où ça va devenir limite vital, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que je me mette en perspective, en projet, autour d'un beau défi, autour d'une course longue et autour d'un effort prolongé où vous avez l'impression de vivre 1000 vies en 24 heures, quoi. Et c'est à ce moment-là que je décide de faire en sorte que régulièrement je m'inscris sur des courses très longues, ou pas d'ailleurs, parce que j'ai aussi fait du off autour de chez moi, à partir de 10 heures, comme ça, sans contrainte, et c'est profondément ce que j'aime, quoi. Donc moi je suis recalé 5 fois. Donc il y a toujours la première étape, c'est la colère, puis finalement on se réinscrit à nouveau, parce que moi je reste convaincu que c'est un point de passage, faire l'UTMB dans ma vie d'après. C'est un point de passage, et je ne lâcherai pas, même s'il y a quand même une grande part de hasard. Donc je ne lâcherai pas, et donc je me réinscris à nouveau. Et puis je me dis bon, on va essayer de jouer stratégique, ce qui n'est vraiment pas une de mes qualités, et je décide de m'inscrire sur la CCC. Et puis quelques jours avant la fin des inscriptions, là en décembre 2022, je me dis non, on va faire le gourmand, et on va prendre l'inscription de l'UTMB, quoi.
Parce que je m'étais dit, si elle cessait, j'aurais peut-être plus de chance. Mais finalement, je continue à me dire non, je lâche pas, je m'inscris pour l'UTMB parce que c'est vraiment ce que je veux faire et ça fait partie de mon projet. Et donc, je m'inscris à l'UTMB en fin décembre, le tirage au sort, au mois de janvier 2023. Je me souviens très bien, c'était indiqué, votre année 2023 sera particulière. J'étais dans le train. C'est à ce moment-là que je comprends que je vais pouvoir potentiellement participer à cette course. Et je préviens toute ma famille. Et ça devient un projet collectif, quoi, partagé par tous. Et une immense joie m'anime, mais aussi une pression, malgré tout. Mais une bonne pression, hein, mais j'ai vraiment perçu ça comme ça. Et là, je fais le parallèle comme quoi finalement cette course à pied, la course à pied te permet d'appréhender les défis au long cours. Là, je suis en 4e année de thèse de doctorat. Donc je dois présenter ma thèse 2024. Et ce que je me disais, c'est que finalement, quand vous êtes comme ça en doctorat, vous avez toujours l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Dès que vous travaillez pas, vous vous dites punaise, là c'est du temps que je perds. Il y a une pression qui est de partout parce que vous devez, moi je travaille à côté, donc ça c'est vraiment quelque chose que je dois faire sur mon temps libre. Et donc dès que vous ne faites rien, dès que vous êtes en mode un peu oisif, et ben vous vous dites punaise, là c'est un temps que je devrais plutôt faire pour consacrer à ma thèse. Enfin, et l'UTMB c'est ce que j'ai vécu l'année dernière, c'est-à-dire que à chaque fois que je courais pas, je me disais punaise, là il faudrait vraiment que je capitule un petit peu. Et c'était quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant, quoi. Mais je savais que c'était aussi quelque chose d'inédit, donc je prenais pas les choses de façon négative, mais je me dis non, il va falloir prendre un peu de recul, mais il va falloir aussi que je m'entraîne un peu plus. Mais c'est vraiment ça la perspective, c'est-à-dire que t'as toujours un truc au-dessus de ta tête en disant mais attention là, doucement, parce qu'il va falloir que tu t'allonges un peu les distances, quoi. Alors les mois passent, j'ai un entraînement à ce que j'ai, enfin, excusez-moi, mais un peu à la Gaëtan, c'est-à-dire que j'essaye de concilier mon travail, ma vie de famille et mon entraînement, ce qui est quand même un sacré défi. Et donc je suis comme ça avec ma sœur, mon beau-frère, ma femme, mes neveux et ma fille, et on est sur la ligne de départ. Donc ce vendredi là à 18h, je suis arrivé le jeudi pour commencer un peu à s'imprégner. La ferveur populaire, notamment lors des 3-4 premiers kilomètres, est quelque chose d'unique, qui peut être un piège aussi, parce que ça peut vous faire perdre beaucoup d'énergie émotionnellement, c'est pas toujours simple. La chanson, bah voilà, ça marche. Ça marche, sincèrement, l'évangélisme marche. C'est ce que je disais, quoi, c'est une chanson qui est quand même de qualité assez moyenne, mais là ça fonctionne très bien. Et là, sur ces premiers kilomètres, je vis vraiment ce que je voulais vivre, quoi. Tu vois, d'être renversé émotionnellement, d'être dans un truc complètement dingue. Et c'est parti, quoi. C'est parti pour cette aventure. Et donc, les premiers kilomètres se passent plutôt bien. Je retrouve mon assistance, entre guillemets, du côté des contamines, et c'est souvent là que ça commence un peu, hein. Donc là on commence à rentrer dans la nuit et le col du bonhomme, grand bonhomme, là ça a été c'était l'horreur absolue. C'était minuit, hein, donc c'était quand même pas non plus on était parti depuis peu, et donc on a traversé la nuit de façon un peu difficilement. J'arrive à Courmayeur, je retrouve aussi mon assistance, et puis je suis dans les temps de passage. Le Grand Col Ferret à 17h, c'était absolument magnifique. Je pense sincèrement ne pas avoir vu de paysage aussi beau de ma vie, quoi. C'était incroyable, avec des moments très très durs. La descente du Grand Col Ferret là pour aller jusqu'à, c'est inhumain. Je n'avançais plus. J'avais les quadris complètement morts. Je retrouve Gwen et mon beau-frère et ma sœur, et il me dit on te retrouve à Champais. Je dis non. Moi, je vais vous voir à la folie parce que là, je vais pas bien du tout, quoi. Je leur dis, je n'arrivais plus à avancer, quoi. J'arrive à la folie, je m'effondre, donc on n'a pas d'assistance, donc ils me donnent à manger. Je me souviens, 2 sur le trottoir, et je repars comme ça. La montée sur Champais, mais c'était l'horreur absolue. Je fais première sieste à Champais, je m'effondre sur la table, et là, je repars. J'ai la limite du malaise, je suis frigorifié.
Et puis après, ça va un petit peu mieux. Et après, Valorcine, c'est bon, quoi. On est arrivé, même si la montée sur la Flégère est quand même très compliquée. Et puis, que dire sur l'arrivée, c'est une émotion indescriptible. Moi, je voulais franchir la ligne avec ma fille et puis mes 2 neveux, quoi. Donc, on l'a fait. C'est très cliché. Je me disais à chaque fois, mais c'est un peu, mais c'est exactement ce que je voulais. Et puis, j'ai trouvé ce que j'étais venu chercher, quoi. Et en plus, le partager avec mes proches, là, ça a vraiment donné une valeur ajoutée à ce périple, quoi. Donc j'ai mis du temps un peu à réaliser. Je pense sincèrement qu'il n'y a pas une journée qui se passe sans que je pense à ce périple. Je pense aussi que ma pratique du trail et de la course à pied m'a vraiment forgé un mental sur la capacité à dépasser les épreuves, sur l'appréhension de la douleur, de la difficulté, sur l'appréhension des moments très très bas ou des moments très très hauts, quoi. Et je pense que ça a vraiment joué, ça a vraiment été un vecteur vraiment de reconstruction. Et je me rends compte que finalement, ce que je fais dans mon ultra, dans ma préparation, dans les courses que je vis, il y a une transversalité évidente avec ma vie, quoi. Je fais pas que courir. Quand je fais l'UTMB, je ne fais pas que courir. Je vis tout simplement, quoi. Ce que je retiens de toute cette histoire, c'est que finalement, tu as dans ta vie des épreuves, des moments de grands doutes, de grandes difficultés, mais de moments de joie intense, quoi. Et la question, comment faire pour vivre avec et pour dépasser tout ça, quoi. Et bien, pour dépasser ça, il faut faire avec. Et faire avec, c'est aussi l'appréhender. Et puis, réfléchir un petit peu à la façon dont on peut mettre du beau dans sa vie. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a marqué depuis le Bataclan. C'est mon psy qui me disait ça. Il me disait, pour vous distancier de ce moment, de mettre du beau dans votre vie, et de vous, comme ça, de façon un peu mécanique, de vous distancier des images d'horreur que vous avez pu visionner ce jour-là. Il ne faut pas supprimer ce moche, le mettre sous cloche ou l'enlever. Il faut juste le supplanter par du beau. Et dans nos vies, on a plein de moments de beauté, parfois qu'on voit pas forcément, mais qu'on peut aussi créer, quoi, et mettre en œuvre. Je trouve que la course à pied peut être un catalyseur de joie et de moments de beauté absolument uniques, quoi. Si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à adresser un petit mot de soutien à notre invité sur nos réseaux sociaux. Vous y trouverez une publication qui lui est entièrement dédiée. Si vous aussi, vous avez envie de raconter votre histoire, un événement de votre vie de coureur ou de coureuse qui a eu un impact considérable sur vous, ou vous a fait voir les choses différemment, écrivez-nous à l'adresse suivante, le-récit@dltdc.fr. À bientôt.